Merci de nous rejoindre pour ce nouvel entretien exclusif que j'ai le plaisir et l'honneur de conduire avec mon confrère Jules Domche de Vox Africa. Bonjour Jules. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Très heureux d'être là à Lomé. Merci, très heureux, plaisir partagé. Notre invité est une personnalité au parcours atypique. Il est le président de la Piquet Focam Institute, une université d'excellence, capitaine d'industrie, Jules, un mastodonte du monde de la finance, de l'économie, des banques, de la géostratégie et du panafricanisme. Oui, bien sûr, et j'ai envie de dire déjà d'entrée de jeu, Gilles, merci. Je suis très content qu'on arrive à réaliser quelque chose dont on a souvent eu à parler en off, le fait que les Africains doivent se mettre ensemble Ensemble. pour faire des choses ensemble. Donc ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui Vox Africa et New World peuvent matérialiser cela. Pour revenir à notre invité, le docteur Focam, c'est exactement comme tu l'as dit, mais je dois préciser aussi qu'il a une histoire particulière avec le Togo, parce que comme tu as dû le remarquer, il a écrit un livre avec un Togolais d'exception, le patriarche Gervais Kofi Djondo, deux capitaines d'industrie se racontent. Il nous dira peut-être d'entrée de jeu qu'est-ce qu'il ressent en étant ici au Togo, au pays de celui qu'il appelle affectueusement son grand frère. Docteur Kamounié Focam, bonjour. Bonjour Gilles, comment vous allez? Nous allons très bien, de même que vous, nous espérons. Merci, je vais très bien. Comment vous sentez-vous donc chez vous, au pays de Gervais Djondo? Vous avez parfaitement raison parce que en fait, avec mon grand frère Gervais Djondo, nous avons une histoire particulière. Histoire particulière parce que on s'est rencontrés en fait d'abord dans les couloirs des aéroports, des conférences, et on s'était rendu compte sincèrement qu'on avait la même histoire, c'est-à-dire la recherche d'une idée particulière, la recherche de la dignité africaine, la recherche de l'union africaine, pas au niveau politique, mais au niveau économique, ce qui justifie pour lui la création des Ecobank. La Banque panafricaine. La Banque panafricaine. Et pour vous dire, nous avons créé Afriland à la même période, exactement en 86-87. C'est pour vous dire que c'est... C'est une coïncidence assez inspirante de l'histoire. Pendant qu'il créa Askai, exactement, on était sur une autre voie. J'ai essayé de créer le modèle MC2, tout ça pour but toujours d'unir l'Afrique, de rechercher la dignité africaine. Le MC2, c'est un modèle de création de richesse dans les milieux pauvres qu'on appelle soit affectueusement, soit non affectueusement, je ne sais pas quoi, lutte contre la pauvreté, pour lequel, le mot que je n'accepte pas beaucoup parce que je ne crois pas qu'on peut lutter contre la pauvreté, mais qu'on peut aider les riches, les pauvres à créer la richesse, c'est-à-dire devenir riches. Voilà ce que je peux dire. Et avec lui, quand je suis ici, je suis chez moi. Je lui rends visite régulièrement. On va même peut-être lancer le livre que nous avons écrit ensemble. Deux capitaines se racontent. Justement. Intéressant à découvrir. Docteur Focam, nous allons évoquer avec vous le paradoxe du sous-développement du continent, rongé par la pauvreté, le terrorisme, l'instabilité politique. Mais démarrons avec le Sahel qui prend un nouveau virage à l'issue d'une série de prises de pouvoir militaires au Mali, au Burkina et au Niger. Les trois pays qui convergent désormais vers une fédération, une confédération au sein de l'Alliance des États du Sahel. Ils viennent de tourner le dos à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Êtes-vous inquiet ou enthousiasmé par la nouvelle donne au Sahel, docteur Focam? Merci, Gilles Boko. Cette question, elle est d'une importance capitale. Pourquoi elle est d'une importance capitale? Parce que je crois que le rêve de certains Africains, comme moi, commence à se réaliser.
Alors, pour répondre exactement à la question telle que vous l'avez posée, je n'ai ni être enthousiaste, ni être mécontent, inquiet. Comme vous dites, je suis au beau milieu. Est-ce que cette initiative est bonne? Oui, elle est bonne. Elle est même très bonne. Est-ce que cette initiative peut échouer? La réponse encore est oui. Est-ce qu'il y a des conditions qu'il faut mettre en place pour qu'elle n'échoue pas? Oui. Est-ce que si elle échoue, ça peut poser des problèmes pour la dignité africaine et pour l'indépendance africaine? La réponse est encore oui. Donc, elle ne doit pas échouer. Alors, pour qu'elle n'échoue pas, il y a, à mon avis, un point important qu'il faut souligner. Il faut que cette équipe, cette nouvelle confédération puisse penser à mettre en place ce que nous appelons le think tank. Le think tank indépendant des politiques, qui réfléchissent pour les comptes des politiques. Donc, on reviendrait à une structure que j'ai souvent enseignée à mes étudiants, c'est-à-dire pour qu'une action soit bien menée, il faut la pensée, l'action, la pensée, et au niveau de la pensée, il faut la dernière pensée, il faut qu'il y ait évaluation avant pensée, ce qui permet de corriger les tirs durant toutes les périodes pour les hommes qui sont en action. Parce qu'il sera très difficile pour les gens qui sont en action d'opérer ces éléments. Or, je veux vous informer que tous les États du monde que vous voyez progresser ont toujours mis en place ce que j'appelle des think tanks, qui ne sont pas politiques, qui ne sont pas administratifs. Ce n'est pas des administrateurs civils, c'est des scientifiques, chacun dans son domaine. Et ça, pour moi, ça devient vraiment fondamental et important. Donc pour vous, c'est la condition sine qua non pour que l'AES puisse réussir. C'est la condition sine qua non pour que l'AES puisse engager correctement la voie de la réussite. Mais est-ce qu'ils n'ont pas déjà cette think tank-là? Je ne sais pas. Parce qu'on se dit quand même que pour se lancer dans les challenges qu'ils sont en train de faire actuellement, ils ont dû penser avant. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Mais seulement le seul pays que je connais en Afrique qui a un think tank, enfin il y a deux. Il y a le Maroc et l'Égypte. Je n'ai pas fourni en Afrique du Sud, mais je n'en connais pas. Et justement, on ne peut pas progresser. Les restes des pays, on fait des réunions, mais il n'y a pas la pensée avant l'action. Et il n'y a pas la pensée après l'action. Mais comment constituer cet think tank? Qui doit faire partie de ce cercle de réflexion? Les grandes valeurs africaines, les grandes valeurs burkinabèses, les grandes valeurs maliennes, les grandes valeurs nigériennes, mais les grandes valeurs africaines prises dans leur ensemble. Parce qu'un think tank n'a pas de frontières. Un think tank se joue sans frontières. Et ce d'être, je peux dire, si vous me voulez, on ne doit limiter aucun secteur. Ça peut être les mathématiciens, ça peut être les économistes, les acteurs de la scène économique, les acteurs de la scène politique, tout. Oui, mais ça peut être aussi inquiétant, Dr Fokam, quand on voit ceux qui sont réputés avec des intellectuels et des grands sachants en Afrique, quand on voit leur développement, si ce sont les mêmes gens qu'on va retrouver dans les think tanks, j'ai peur qu'au lieu d'avancer, on recule. Ouais. D'abord, peut-être qu'on a deux notions différentes de l'intellectuel. Le diplômé n'est pas l'intellectuel. C'est celui dont on a vu des axes, à la fois au niveau de la pensée,
à la fois au niveau de l'action et à la fois au niveau des explications. Et vous en avez dans le monde, des Africains, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, partout, on les a. Et on peut le compter. C'est vrai que c'est au bout de doigts, mais on peut le compter. On peut les trouver, justement. Mais docteur Foucault, pourquoi vous estimez que l'AOS est une bonne chose quand la CEDEAO pense que c'est une alliance fantôme créée, inventée contre l'intégration des peuples de la sous-région? D'abord, vous me posez là pratiquement une question géostratégique. Parce qu'en fait, l'alliance du peuple, quel est l'élément fondamental que recherche un peuple pour être uni? C'est l'intérêt. Est-ce que la CEDEAO a toujours poursuivi l'intérêt du peuple? On peut se poser des questions. Si l'intérêt du peuple a toujours été poursuivi, pourquoi ces coups d'État ont été si acceptés par le peuple? Il y a donc là une question à laquelle je ne suis pas capable pour l'instant de répondre. Mais je crois que l'intérêt du peuple commence par s'intéresser à leur état de nudité, à leur état de pauvreté, à la possibilité pour ce peuple de bien s'éduquer, à la possibilité pour ce peuple de ne pas mourir dans les déserts, dans les ailes des avions, dans les mers, à la recherche d'une opportunité, alors que pour moi, la CEDEAO, ça devrait être une préoccupation essentielle. Tenez, moi, je travaille depuis près de 35 ans dans la création de la richesse en milieu pauvre, où j'ai d'abord des théories, des éléments, etc. Mais je ne me rappelle pas que sur 54 États africains, plus de 4 m'ont invité, même pour demander de quoi je parle. Et tenez-vous bien, moi je suis quand même parmi les 3 premiers qui ont fondé le sommet mondial de la microfinance aux États-Unis, sous l'égide de la Banque mondiale. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Younous, on ne parle pas de nous, ni de Johnson, mais c'est peut-être parce qu'on est africain. Pas peut-être, certainement. Alors, je voulais peut-être qu'on reste sur la CEDEAO, Dr Foucault. Vous nous avez dit que la CEDEAO ne se préoccupait pas. Je ne sais pas si... Enfin, vous voulez mettre ça sous la forme interrogative, mais c'est ce que vous semblez nous dire. Comment est-ce que vous avez ressenti et perçu justement les sanctions de la CEDEAO contre ces différents pays, le Mali et aujourd'hui le Niger? Vous venez de donner là une preuve évidente que la CEDEAO, mais c'est vous qui l'a donné, que la CEDEAO ne s'occupe pas du peuple. Parce que cette sanction, à mon sens, est inhumaine. Inacceptable. Je ne sais pas si c'est inscrit dans leur statut, même inscrit dans leur statut. C'est pas inscrit, je vous rassure tout de suite. C'est en violation des règles. Si ces sanctions n'étaient pas inscrites dans leur statut, c'est encore pire. Parce qu'en fait, couper l'électricité à un peuple, c'est asphyxier, à cette période moderne, c'est asphyxier le peuple. Sans oublier les fermetures de frontières. Exact. Fermer les frontières pour des pays enclavés, c'est encore pire. Cela veut dire, s'il n'y a pas d'industrie pharmaceutique, on envoie tout le monde au mouroir. Sans avoir pitié. Moi, à mon sens, il y a un problème. Mais docteur Foucault, ces 3 pays ont claqué la porte à la CEDEAO. Certains pensent que la prochaine étape doit être la création d'une monnaie. Vous qui êtes spécialiste dans la matière, est-ce que vous pensez qu'une monnaie des 3 pays peut être viable? Quels sont les enjeux de la création d'une monnaie du Sahel?
Merci Gilles. Monsieur Gilles beaucoup. Je suis presque un peu embêté par cette question. Pourquoi? Parce que vous groupez 3 pays, ensemble vous dites, est-ce que la monnaie, la création de la monnaie pour les 3 pays peut être viable? Alors que j'ai déjà dit, et je dirais encore, que même un pays comme Singapour a sa monnaie et une monnaie forte. Luxembourg a sa monnaie et une monnaie forte. Les Émirats arabes unis ont leur monnaie et j'en passe. L'Afghanistan. L'Afghanistan, tout. Le seul pays qui n'ont pas leur monnaie semble être le pays francophone. Donc, déjà, vous allez m'excuser de venir seulement dans le raisonnement, de ne pas être affirmatif, mais je suis quand même, je veux dire, la monnaie, un État digne, responsable, doit avoir sa monnaie et sa banque centrale. Donc pour vous, c'est obligé pour ces pays-là. C'est une obligation d'existence. Comment vous pouvez exister? Nos États existent depuis au moins 60 ans avec le franc CFA. Je ne sais pas si ça existe. Comment vous pouvez exister sans porte-monnaie? La banque centrale est autre chose que le porte-monnaie. Comment vous pouvez exister et me dire que vous existez en tant que personne libre, indépendante, sans porte-monnaie? On a confié le porte-monnaie à quelqu'un qui sait mieux gérer. Donc, voilà, dans ces conditions, ok, vous existez par la personne. Et j'accepte. Dans ce cas, vous existez par la personne. Donc, ça veut dire que vous balayez d'un revers de la main tous ces spécialistes de la finance et de l'économie qui nous disent aujourd'hui que une sortie de l'UEMOA, de l'AES serait catastrophique, on assisterait à une sorte de déflagration de ces pays-là s'ils osent franchir ce qui constitue pour certains une étape cruciale. Mais je crois que vous continuez, Jules Domché, à oublier les fondamentaux de l'économie. La monnaie, c'est un simple instrument de change de valeur. C'est-à-dire qu'on peut exister sans monnaie, il suffit, et on existait. Sans monnaie, on s'échangeait des valeurs. Toi, tu as besoin de manioc, moi j'ai le bacabo, on s'échange. On a créé cet instrument au milieu juste pour faciliter les échanges. De deux, la monnaie est essentiellement basée sur des actifs tangibles. Je précise des actifs tangibles. Et l'un des meilleurs actifs tangibles, c'est l'or. Vous comprenez aisément et largement que si l'un des meilleurs actifs, c'est l'or, ces pays sont le mieux dotés en or. Mais ça peut être du diamant. Je ne crois pas que ces pays ne l'ont pas. Ça peut être du lithium. Je ne crois pas. Du pétrole. Du uranium. Écoutez-moi, comment vous pouvez croire que quelqu'un qui est immensément riche puisse ne pas créer sa monnaie et que ce serait une catastrophe? Je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas votre raisonnement en tant que journaliste. C'est pas le mien. Moi, en tant que journaliste, je vous pose des questions. Je vous rapporte ce que certains experts disent. Non, c'est parce que on a l'habitude, dans nos universités, de développer des théories de la monnaie qui sont très loin des réalités. Donc, docteur Fokam, le CFA est donc une arnaque économique. Je ne suis pas en train de dire que c'est une arnaque économique, mais je crois que le franc CFA n'a pas permis, n'a pas permis aux économies africaines. N'a pas permis ou ne peut pas permettre. Hein?
Vous avez bien compris la question. N'a pas permis ou ne peut pas permettre? N'a pas jusque-là permis. Et je crois, personnellement, je ne vois pas comment, dans l'état actuel de son fonctionnement, il peut permettre. Parce qu'en fait, le franc CFA est basé sur le principe de la stabilité. Or, il n'y a aucune économie qui puisse avancer dans le principe de la stabilité. Pour faire un saut en avant, il faut d'abord reculer un pas. Donc, l'économie est basée sur le principe des déséquilibres successifs. Si tel est le cas, on doit admettre une dose d'inflation par la stabilité, acceptable pour l'économie de la période. C'est-à-dire, je peux accepter tout à fait une dose d'inflation de 30%, pourvu que ça dure seulement 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Comme je peux refuser une inflation de 5% parce que mes agrégats économiques ne me le permettent pas. Donc, si on base une économie sur la stabilité de la monnaie, moi, j'ai un problème du point de vue compréhension économique. Docteur Fokam, on va aborder un autre sujet. Le Sahel fait face depuis plusieurs années au phénomène du terrorisme. Les 3 pays de l'AES font comprendre que ce fléau est sponsorisé par des puissances étrangères. Quel crédit donnez-vous à ces accusations tout de même très graves? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le seul constat qu'on peut avoir à faire, sincèrement, c'est que si on mesure la puissance des faits de certaines puissances qui soutenaient les 3 pays et la durée du terrorisme depuis peut-être 10 ou 12 ans, on peut se poser des questions sur la volonté et la capacité de ces gens-là d'enrayer le terrorisme. Est-ce qu'ils sont complices? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils n'avaient pas une volonté absolue d'enrayer tout de suite? Je n'en sais rien. Mais vous ne pouvez pas, en tant que géostratège, nous dire que vous n'en savez rien, docteur Fokam. Vous avez bien relevé qu'on avait au Mali, si on prend le cas du Mali, l'une des armées les plus puissantes au monde. Nous avions la MINUSMA, c'est-à-dire les Nations Unies. On avait créé le G5 Sahel, Takuba, etc. Donc, j'ai envie de dire, à moins que vous vouliez faire de la mauvaise foi, il y a au moins un problème. Je suis d'accord avec vous qu'il y a un problème. Mais de là conclure qu'il y a complicité, il y a un problème. Mais surtout que, docteur Fokam, restons sur les faits. Oui. Comment expliquez-vous que c'est après le départ de toutes ces puissances que l'armée malienne fait des progrès spectaculaires sur le terrain et récupère une ville qui était considérée comme un bastion imprégnable, à savoir Kidal? Comment on explique ça? On peut expliquer par le changement de partenaire, qui est peut-être plus opérant. En si peu de temps, docteur Fokam? Ce que les gens n'ont pas pu faire en 10, 12 ans, en quelques mois. Mais il faut quand même remarquer une chose. Je prends le cas de la République centrafricaine. Pendant longtemps, on a interdit à l'État, pour se défendre, d'acheter les armes. Oui, c'était sur embargo. Hein? Oui. Si le Mali était dans la même lignée, forcément, ils ne pouvaient pas acheter les armes. Donc ceux qui décrètent l'embargo alors que les États font face à des formes de terrorisme, d'attaques rebelles, est-ce qu'on ne peut pas les considérer comme des complices de l'ennemi? Oui, ça, on doit les complices. Et ces complices, c'est les Nations Unies. Vous ne voulez pas annexer un État. Vous savez que les Nations Unies n'existent que parce qu'il y a des États. Hein? Bon, donc c'est l'ensemble des États. Je dis les complices, vraiment, c'est les Nations Unies, parce qu'il est inacceptable pour les Nations Unies de décréter l'embargo. Je prends le cas de la Centrafrique, mais je prends beaucoup d'autres cas
aussi que j'ai vu dans le monde où on décrète l'embargo sur les armes. D'accord? C'est pas sérieux quand tu as le terrorisme chez toi. Bien sûr. Et ça ne fait pas... Ça fait du non-sens. Mais le président du Burkina relevait lors d'une interview récente que certains de leurs partenaires refusaient de leur vendre des armes. Bon, voilà, par exemple, si c'est ça, effectivement, on peut qualifier de complice. Voilà, enfin, Mais finalement on y arrive. Parce que si vous avez un partenaire qui vous dit qu'il vient vous aider à combattre le terrorisme et qui refuse de vous vendre des armes. Oui, en standard, je considère qu'il n'est plus partenaire et il devient cette fois-là complice. Et du point de vue stratégique, je ne peux plus considérer... Mais ça veut dire que vous rejoignez Gilles, en fait. Je ne rejoins personne. J'ai fait les analyses scientifiques. OK. À chacun de tirer sa conclusion. Donc, les États africains ont-ils raison de recourir au parapluie russe pour renforcer leur sécurité? Parapluie russe ou parapluie, ce n'est pas ça. Ma question est plutôt, est-ce que si mon partenaire ne me satisfait pas, je peux le changer? La réponse est oui. Est-ce que je dois le changer? La réponse est oui. Est-ce que si je reste censé et si je ne le change pas, est-ce qu'il y a un problème? La réponse est oui. Mais vous n'avez pas peur de la Russie, par exemple? On dit que les Africains doivent avoir peur de la Russie. Vous avez certainement suivi Emmanuel Macron qui qualifiait la Russie de nouvel État impérialiste. Il parle d'une nouvelle puissance coloniale qui est en train de vouloir s'installer en Afrique. Vous, comment est-ce que Je parle d'un dictateur. Mais si un État colonial dit qu'un nouvel État colonial veut s'installer en Afrique, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il ne veut pas être remplacé. Et ça, je ne sais pas si je vais partager, si je vais partiser avec lui. Le deuxième problème, c'est que si j'accepte, je vois un État qui me colonise, alors qu'un État, je suis déjà contre le colonialisme, et que j'accepte, c'est que je suis idiot. Donc, en d'autres termes, c'est aux Africains de faire la part des choses. c'est exact. C'est exactement ce que je dis. Si je ne suis pas idiot, je m'en vais chercher le partenaire qui me convient le mieux pour mes intérêts du moment. Si ce partenaire ne me convient pas et s'il ne défend pas mes intérêts du moment, alors je change de partenaire. Il n'y a aucun... Je n'ai pas, disons... Je ne dois pas avec quelqu'un et je ne dois rien à quelqu'un. Je m'occupe des intérêts de mon peuple. En m'occupant des intérêts de mon peuple, tout partenaire qui sauvegarde l'intérêt de mon peuple reste un partenaire qui me... Et à moins de considérer que je suis un idiot et que celui qui va choisir un partenaire pour moi, alors je ne vois pas. Jules, nous allons aborder donc un autre aspect de cet entretien, l'aide publique au développement en Afrique. On remarque, docteur Fokam, qu'au lieu d'impulser la croissance, cette aide au développement conduit plutôt à l'endettement abyssal des pays africains. Cette question, je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question, parce que j'ai écrit dans plusieurs de mes publications ce que je pense de l'aide. C'est justement pour ça qu'on vous pose la question, puisque vous avez longuement écrit sur la question. Je pense que l'aide peut être une bonne chose si elle est donnée une fois. Si elle est permanente, c'est un somnifère. C'est même pire qu'un somnifère. Parce qu'un somnifère peut produire des effets et s'arrêter. Mais dans ce cas, si elle est permanente, c'est-à-dire c'est un somnifère qu'on remet à dose homéopathique. Chaque fois que tu veux te réveiller, on te donne. Chaque fois on te donne, tu te réveilles et tu ne te réveilleras jamais. Mais comment expliquer que cela continue? Aujourd'hui, on entend encore des États africains se gargariser de vivre de l'aide. Vous avez certainement suivi l'ancien Premier ministre du Niger qui disait que son pays dépend essentiellement de l'aide internationale et que sans cette aide-là, c'est la fin du Niger. Vous voulez que moi je dise quoi?
puisque j'ai déjà dit que l'Afrique est un mendiant assis sur une mine d'or. Le Niger est un mendiant assis sur une mine d'or. Vous voulez que le mendiant qui a acheté, que moi je dise quoi? Comment on fait? Je ne sais pas. Il suffit qu'il creuse seulement un peu, il va voir qu'il n'a plus besoin de cette aide. Je dis, l'aide est importante et même cruciale. Si on peut vous l'offrir une fois pour vous aider à vous élever, à vous sortir de votre léthargie, à vous sortir de vos... Et si on doit remarquer, est-ce que tous les jours on donne l'aide à l'Europe après le plan Marshall? Est-ce que tous les jours on leur donne des aides? Les États-Unis ont donné l'aide une fois, suffisante, pour leur permettre de pouvoir voler de leurs propres ailes. Si on ne donne pas cette aide une fois suffisante pour se permettre de voler de ses propres ailes, ce n'est plus de l'aide. Donc la métaphore aide publique somnifère, elle est très illustrative de la situation dans la mesure où vous avez même remarqué que les Africains travaillent très peu. Ça veut dire que nous continuons de nous endormir. Même plus que de nous endormir. Le coma finalement. On est presque dans un coma. Parce qu'en fait, vous demandez de l'aide, on demande de l'aide aujourd'hui à la Corée. La Corée était dans la même situation il y a 40 ans. Mais la Corée a travaillé d'abord, ou plutôt disons, dès aujourd'hui même la Corée encore travaille 60 heures. Nous travaillons peut-être 30. Officiellement, hein, parce que ça, vous êtes gentil quand vous êtes 30 heures. Non, officiellement, on dit que 40. Ouais. Avec l'accord des institutions internationales pour dire que... Notamment le Bureau international du travail. Pour dire que vous n'avez plus le droit de travailler. Mais tout le monde, pour s'en sortir, a pu travailler. L'Europe, pour s'en sortir, même après le plan Marshall, a pu travailler 108 heures semaine. Comment vous pouvez expliquer qu'un jour, vous pouvez vous en sortir si vous ne pouvez pas travailler 60 heures, 70 heures, 80 heures? Ce n'est pas possible. C'est quoi le problème finalement, docteur Fokam? Pourquoi les Africains travaillent si peu? Le problème, c'est vous, les médias. Vous nous dites qu'on ne doit pas travailler, c'est l'esclavagiste, c'est tout ce qu'on dit. C'est vous le problème. Vous me dites pourquoi le problème. Vous en prenez aux médias. Qu'est-ce que nous... C'est pas les médias qui font les politiques publiques, docteur Fokam. Quand dans un pays, on met les horaires de travail... Vous influencez. Si vous n'avez jamais critiqué les horaires de travail, même quand j'ai publié pour critiquer les horaires de travail en Afrique, vous n'avez pas relayé. Les horaires de travail en Afrique ne sont pas susceptibles de nous aider au développement. Est-ce que c'est une affaire d'horaires de travail? Et même les horaires, le peu qui existent, est-ce que le travail est effectif? C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez, moi je ne sais pas. Je suis d'accord peut-être avec vous. Vous ne savez pas beaucoup de choses, docteur Fokam. Je vais vous dire une chose. Je suis convaincu que si les Africains se mettent au travail aujourd'hui, faire 60-70 heures par semaine, chacun de nous, en 10 ans, nous n'aurons plus besoin de l'aide de personne. Et faire sérieusement, chacun convaincu. Mais, je mets un petit bémol parce qu'il faut organiser la société telle qu'il y ait une répartition équitable de richesse. Et c'est mon combat depuis 30 ans. Alors, on va vous retorquer le fait que les gens veulent bien travailler, mais il n'y a pas d'industrie. L'Afrique est encore très en retard au niveau industriel, et la faute revient en quelque sorte aux gens comme vous, qui est du secteur de la finance. On dit qu'on n'arrive pas à financer l'économie africaine. Pour avoir des industries, il faut des financements. Comment on fait, en fin de compte? En fait, vous mettez la charrue avant le bœuf. Les bœufs, pardon. Comment ça? En fait, l'industrie
n'est que la deuxième ou la troisième phase de la richesse. La création de richesse se fait d'abord au départ de l'agriculture. Il faut que tout le monde se mette au champ pour travailler, pour transformer notre agriculture. Nous avons les terres arables les plus importantes du monde. Profitons-en. Mais on ne va pas cultiver avec les mains, docteur Fokam. Le gros problème aussi est là. C'est-à-dire qu'on veut bien aller au champ, mais si c'est avec des machettes et des roues, on ne va pas bien loin. Monsieur, avec les machettes et les roues, on peut aller très loin. Aujourd'hui, on creuse encore l'or avec les roues. Hein. Ouais. L'essentiel pour nous, c'est de prendre conscience que si j'utilise la houe aujourd'hui, demain, il faut que j'utilise une houe motrice. Et que après-demain, j'utilise une machine, etc. etc. Bon, mais si nous voulons avoir des grosses machines, on n'ira nulle part. De la même manière, en agriculture, nous pouvons avoir des roues motorisées. Nous devrons développer nos universités pour être plus techniciennes. Nous devrons développer nos écoles pour être plus techniciennes. Nous devrons en fait permettre à l'agriculture de se transformer en agro-industriel. Et ça, vous le savez, M. Domché, parce que j'en ai parlé, on en a parlé plusieurs fois, que j'ai développé les modèles agropoles avec des expérimentations dans un certain nombre de pays qui permet à l'agriculture, de faire l'agriculture, de transformer l'agriculture une fois sur place, qui permet à toute la population de la région dans laquelle on fait l'agriculture de participer à cette agriculture, de participer à cette création de richesses et de permettre à toute la population de profiter de la manne de l'agriculture. Le Togo est en train de faire l'expérience des agropoles, justement. Voilà. Et c'est la seule, pour moi, l'expérience qui puisse marcher. Et je pense que c'est avec Spirio, qui est un ami à moi d'ailleurs, on ne peut que passer d'abord par là. Après, quand on sait déjà faire l'industrie alimentaire, on passe immédiatement à l'industrie industrialisante et non pas comme on commence par l'industrie industrialisante que je fustige depuis longtemps. Mais quand vous parlez de ce que vous dites là, ça et après, ramène... c'est le service. Ouais. Oh, le service, il y en a plein. On peut tout le monde, les commerces, le machin, ça c'est le service. Voilà les deux secteurs qu'il faut d'abord maîtriser. Après, on passe à l'industrie. C'est pour ça que je vous parlais des think tanks. D'accord. Alors, je vais revenir rapidement là-dessus parce que je tiens quand même à ma question sur le financement. Mais ce que vous venez de développer là me rappelle le modèle que vous avez créé, à savoir le modèle MC2 qui permet justement la création de richesses au milieu pauvre. Et le pays où ce modèle a été créé, c'est bien le Cameroun. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a un problème avec ce modèle au Cameroun. D'ailleurs, je vois de moins en moins les fameuses plaques MC2 quand je me retrouve au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe avec le modèle MC2 au Cameroun? C'est le paradoxe africain. Le modèle, lorsque ça a permis quand même à 3 millions de personnes de sortir de la pauvreté, l'État a décidé, ou la communauté internationale a décidé de supprimer. Mais vous n'allez quand même pas me dire que ce modèle, vous l'avez vu seulement au Cameroun. Non, en Guinée, on l'a vu au Libéria. Et tout. Moi, je parle du Cameroun parce que c'est là où tout a commencé. Oui, mais sauf que on a parlé au début des think tanks et tout ça. Sauf que, bien que ce soit à l'époque, tout le monde était opposé, sauf le président de la République du Cameroun. Pas de l'époque, il est encore là, c'est le même. J'avais oublié. Sauf le président de la République du Cameroun. Mais quand on a détruit, quand on a décidé de détruire, il n'a pas levé le petit doigt, mais j'ai remis à l'État. Et je crois que l'État s'en occupe pour l'instant. Oui, mais donc, docteur Fokam, vous avez de très belles idées. Pour les faire aboutir, est-ce que ce n'est pas plus simple
d'être à un poste de décision? Je suis à un poste de décision, chef. Un poste de décision politique? Ah, vous voulez parler de poste de décision politique? Non. La politique... C'est ceux qui bloquent vos outils et vos concepts? Non. Parce que tout le monde ne peut pas être la poste de décision politique, premièrement. La politique, c'est une autre discipline. Le business, c'est une autre discipline. Ensuite, pour moi, c'est deux disciplines incompatibles. Mais vous ne pouvez pas le dire de manière aussi péremptoire. On connaît beaucoup de capitaines d'industrie comme vous qui ont fait l'expérience de la politique ou qui continuent de la faire. Je n'en connais pas vraiment qui le font. Je peux vous citer le président Talon au Bénin. Hein? Je peux vous donner l'exemple de Patrice Talon au Bénin. Oui. Bon. Même votre grand frère Gervais Kofi Djondo, c'est vrai que c'est plus une expérience difficile, mais il a fait la case politique. Non, il est sorti de la politique pour faire, et depuis, il n'est plus rentré dans la politique. Donc vous pouvez sortir du business aussi et faire de la politique. Oui, j'attends quand même que je sorte de là. Effectivement, peut-être après mes 80 ans, je peux faire peut-être la politique, je ne sais pas. C'est possible au pays de Paul Biya. On vit longtemps. Mais c'est une question et on va sortir par là quand même. Mais je vais quand même vous préciser une chose. Normalement, les gens qui mélangent les deux, surtout lorsqu'ils sont dans le domaine de l'économique, si c'est des acteurs de la scène économique qui vont faire la politique, ils font la fausse route et ils vont nécessairement échouer. Ça peut être plus long, mais ils vont échouer. Donc vous, on vous retrouvera jamais en politique, peut-être après 80 ans. Sauf quand j'ai déjà abandonné la scène. Tel qu'on vous voit faire, on ne vous voit pas abandonner la scène économique. Je n'ai pas l'intention, parce que moi, mon intention, c'est quand j'abandonne, je m'en vais dans les amphithéâtres, comme je suis déjà dans les amphithéâtres pour enseigner. Alors, Jules Domtier, nous tirons vers la fin de cet entretien déjà, mais j'ai envie de demander à notre invité comment il voit la porte de sortie pour l'Afrique. Après avoir dit tout ça, où allons-nous et comment l'Afrique va-t-elle retrouver le bout du tunnel? Est-ce que vous y croyez d'ailleurs? Si je n'y croyais pas, merci beaucoup pour cette question. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas encore au combat. Et je suis encore au combat pour la restauration de la dignité africaine. Je crois fermement. Et je crois même que j'ai publié des livres pour demander et pour indiquer les grandes lignes de sortie. La première ligne que j'avais indiquée à l'époque, c'était dans le livre « Quelle Afrique en 2050 ?» où je disais « On ne peut aller nulle part si on n'a pas une vision ». Bien sûr, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore vu un État africain, enfin beaucoup d'États africains pour le dire, avec une vision telle que ça doit. Parce que quand on dit émergence en 2025, ce n'est pas une vision. La vision se définit en stratégie très différemment. Comme l'Américain dit, American number one. Voilà une vision. Ça reste permanent, ça reste cela. La Chine dit, la Chine, centre du monde, et travaille dans cet esprit. Donc il faut d'abord que les think tanks, que les chefs d'État aient des think tanks qui leur proposent des visions en fonction de leur. Deuxièmement, après s'il y a cette vision, elle doit axer premièrement sur l'éducation, indispensable, c'est-à-dire
Moi, j'ai déjà écrit un livre sur la nécessité de réinventer une éducation en Afrique. Et il faut, tant que ce n'est pas fait, on n'ira nulle part. Après l'éducation, qui est pour moi important et qui doit comprendre tous les compartiments, on doit engager la chaîne économique. Et après, on engage les structures étatiques. Est-ce qu'on va vers une confédération? Et entre ça, est-ce que c'est nécessaire? Moi, je crois qu'il faut des confédérations. Mais je ne crois pas à une Afrique confédérée. Je crois à des groupements confédérés. Parce qu'en fait, on se réunit parce qu'on a le même intérêt. On ne se réunit pas parce qu'on a décidé du jour au lendemain de se réunir. Non, il faut trouver un intérêt commun. Donc, un groupement, et on ne se réunit pas parce qu'on a les mêmes frontières. Non. On se réunit parce qu'on a les mêmes intérêts et on veut défendre ses intérêts. Ce n'est pas les mêmes frontières. Je veux dire que la confédération de AS peut aller choisir un autre en Afrique, je ne sais pas. On parle beaucoup de la République centrafricaine qui pourrait, dans les mois à venir, rejoindre l'AES. Pourquoi pas? Moi, j'encouragerais d'ailleurs. Parce qu'il suffit d'avoir les mêmes intérêts et on se met ensemble. Plus on se met ensemble globalement et progressivement, on aura un ensemble des pays qui vont, même des confédérations qui vont se reconfédérer. Et en ce temps-là, on aura un bloc puissant, capable de nous sortir de la léthargie, capable de faire accepter l'Afrique dans la scène économique, politique mondiale. Il y a une stratégie qui porte un nom, le panafricanisme. Jules Domché, nous arrivons à la fin de cet entretien. Le temps passe très vite avec Dr Fokam, c'est toujours aussi intéressant. J'aurais peut-être voulu une dernière question quand même qui me tenait à cœur, qui est une question d'actualité, parce qu'on en avait parlé. 2 ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie, quel est le bilan qu'on peut faire, Dr Fokam? On en a parlé il y a un peu plus d'1 an. J'aimerais très rapidement que vous nous donnez vos regards aujourd'hui, 2 ans après. Et on a conclu là-dessus. Ouais. Ok, merci. Merci aussi pour cette question. D'abord, 2 ans après, vous savez, lors de l'interview, vous m'avez donné il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Oui, 2 ans au déclenchement de la guerre. Ouais. J'ai dit que la Russie ne peut pas perdre. Je crois. Macron a dit l'OTAN ne peut pas perdre. Hein? Macron, lui, l'avait dit, l'OTAN ne peut pas perdre. Et je crois que c'est peut-être moi qui ai raison aujourd'hui. Ou c'est sans doute moi qui ai raison aujourd'hui. Mais revenons d'abord aux sanctions. Pourquoi je disais à l'époque que la Russie ne peut pas perdre? Parce qu'en fait, la Russie a des stratèges, des think tanks, et pas 1, 2, 3, au moins 5 secteurs de think tanks qui pensent. Et elle ne pouvait pas engager cette guerre sans avoir préparé l'avenir des sanctions, sans avoir préparé ce que l'ennemi attend, ce que l'ennemi veut faire. Donc, ensuite, il faut dire que je vous avais dit à l'époque que la Russie a lancé la guerre, pas pour faire la guerre, mais pour négocier. C'est seulement aujourd'hui qu'on l'a poussé avec des sanctions, croyant que les sanctions vont donner. Mais venant aux sanctions, vous savez, les sanctions n'ont jamais produit des effets escomptés, surtout les sanctions économiques. Parce que la géostratégie veut que chacun défende ses intérêts. Et la défense et l'alliance est dans les intérêts, n'est-ce pas? Si tu fais une sanction, si vous êtes tous même d'accord, mais le jour où mon intérêt se trouve coincé, je veux violer les sanctions et vous ne pouvez rien. Il se trouve que les sanctions, en général, ne peuvent produire que des effets pervers.
Je prends le cas des sanctions à la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? On a bloqué les avoirs russes, on a bloqué tous les avoirs russes dans les banques. Les devises russes. Oui. Oui, on a bloqué même tout, ce qui est, y compris les acteurs de la scène économique russe, n'est-ce pas? Quand nous réfléchissons nous-mêmes, nous, même du côté africain, est-ce que vous serez aujourd'hui portés à mettre vos avoirs en Europe? Est-ce que l'Asie sera aujourd'hui portée à mettre ses avoirs en Europe? Des sanctions qui ont poussé à l'accélération du processus de dédollarisation. Et c'est la raison de la dédollarisation. C'est cette raison-là. Parce qu'on ne peut pas. Tu ne peux pas continuer à avoir le dollar comme monnaie de réserve lorsque demain, on doit tuer. De la même manière que les États-Unis ont d'abord préparé eux-mêmes la dédollarisation sans s'en rendre compte. Parce que cette sanction où le dollar est devenu un instrument de politique monétaire des États-Unis, de politique géostratégique des États-Unis, géopolitique, pardon, de politique géopolitique ou des instruments de géopolitique des États-Unis, a permis, parce que les sanctions, quand tu utilises le dollar, on peut te couper 30%, etc., etc., ne te permet pas d'utiliser le dollar. C'est pour ça que tu vois très peu de banques aujourd'hui qui aiment beaucoup traiter avec le dollar. Ça, c'était un premier début de la dédollarisation. Le deuxième, c'est venu avec le massue, avec le blocage des avoirs russes. Donc, ça a joué un effet contre la première puissance mondiale. Ça a joué un effet contre l'Europe. Et l'industrie allemande est aujourd'hui presque détruite. En tout cas, est en déclin. À cause des sanctions. Parce que l'énergie est aussi un élément. En géostratégie, l'énergie est aussi un élément essentiel. Or, si tu n'as pas l'énergie, tu enfonces ton économie. Donc, les sanctions ont produit en fait, et l'économie russe progresse. Tandis que l'économie occidentale sont de plongée. À cause des effets pervers dont je parlais tout à l'heure. Donc, les sanctions ne sont pas toujours aussi efficaces qu'on ne le pense. Je sais que vous allez vite me dire les sanctions de CEDEAO. On en a déjà parlé, on a eu l'occasion effectivement je de peux vérifier. simplement vous dire que je ne crois pas que ces sanctions va permettre seulement la destruction de CEDEAO. Merci. Docteur Kamonier Fokam, merci d'être passé chez nous. Merci beaucoup. Le plaisir était à moi, mais je ne m'attendais pas à des questions aussi faciles. Aussi compliquées. Aussi compliquées que je... Vous savez, Gilles n'est pas je ne souhaitais pas. Gilles n'est pas aussi gentil que moi. Moi, souvent, qui vous interviewe, je suis très gentil. Vous avez vu que tout le monde n'est pas aussi gentil que moi. En tout cas, merci beaucoup. Je ne crois jamais aux journalistes, à la structure des journalistes. Merci. Merci beaucoup, Gilles. Merci, c'était un réel plaisir. Et c'est une expérience qu'on renouvellera avec plaisir. Merci. Et si vous nous suivez à différer sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de soutenir cette initiative. Likez notre émission, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes et partager cet entretien pour porter loin la voix de l'Afrique qui change, la voix de l'Afrique qui gagne. À très bientôt.